mais mon cher ami, du moment que vous y consentez, je vous invite, je compte sur vous. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Jade Rencontre vous emmène aujourd'hui non loin d'ici et pourtant tellement ailleurs. Nous sommes attendus chez Olivier pour découvrir son association Ciel-Mont-Marais, laquelle, comme son nom l'indique, vous propose de découvrir le Marais breton. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc, on se trouve ici avec vous aujourd'hui car vous proposez au travers de votre association Ciel-Mont-Marais de mieux connaître le Marais breton, de le visiter. Nous sommes chez vous, donc nous sommes près de Machecoul. Exactement, on est entre Machecoul et Bouin exactement. On est en fait entre la Loire-Atlantique et la Vendée. C'est ce qui fait que ce territoire est un peu particulier, c'est qu'on est un peu entre deux terres. Donc l'histoire du Marais breton est particulière pour ça aussi. Voilà. Donc vous avez créé cette activité qui s'appelle Ciel-Mont-Marais. Vous aviez des affinités antérieures avec la nature, avec ce marais. Comment ça s'est passé, la naissance du projet ? Alors moi j'ai un peu découvert le Marais complètement par hasard. Je cherchais à m'installer dans la région et il y a une magnifique maison pleine d'histoires qui s'est imposée à moi. Un peu comme un coup de cœur, une rencontre qui n'était pas prévue et puis qui s'est posée sur mon chemin. Et qui m'a permis de découvrir le Marais un peu par hasard et j'en suis tombé complètement amoureux. Il n'y a pas un seul matin où je vais pas me balader avec mon chien Snoopy, soit à pied, soit en vélo. Tous les matins, on va dans le Marais puisque le ciel est toujours différent, les couleurs sont toujours différentes, les odeurs, les oiseaux. Donc, on est vraiment tombé amoureux de ce Marais. Un coup de cœur. Un coup de cœur. On remarque à la lecture des différents articles sur vous et sur vos supports de communication que la notion de lien social est importante dans votre démarche. Vous avez d'ailleurs créé un petit journal qui s'appelait Le Marais Libre, qui allait dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse ? Alors c'est vrai que quand on vient habiter dans le Marais, il y a très très peu de maisons. On vient ici pour être un peu tranquille, pour être entouré de la nature, entouré des oiseaux. On n'a pas trop envie de se soucier des préoccupations citadines, des travaux, de la pollution, tout ça. On veut vraiment s'isoler un petit peu de tout ça. Mais il y a eu un événement il y a 2-3 ans. En fait, il y a une société qui s'appelle Airseas qui voulait mettre en place un projet de voile géante pour tracter des cargos, des bateaux de cargo, pour faire des économies d'énergie. Donc en fait, le vent, le bateau était du coup poussé un petit peu plus par le vent grâce à cette voile et du coup, il pouvait faire des économies de carburant. Donc le projet n'était pas mauvais en soi, puisque c'était pour la bonne cause. Mais ce qui était moins bien, c'est qu'en fait, ils voulaient faire ces tests de voile dans le Marais, juste à côté de chez nous. Faut savoir que le Marais, on peut pas y faire n'importe quoi. Il est protégé, c'est une zone Natura 2000 aujourd'hui. Il est aussi protégé par le label Ramsar, c'est-à-dire qu'en fait, il est une zone humide d'intérêt international. Donc, par rapport à la reproduction des oiseaux, par rapport à tout ce que j'ai dit avant sur les espèces végétales, la faune, la flore, tout ça, on peut pas faire n'importe quoi. Et cette société Airseas voulait faire ces tests de voile dans le Marais. Donc ils ont presque réussi à le faire, mais comme on sait le peu d'habitants qu'on était, on s'est associés, on en a parlé, on a commencé à faire un petit peu de bruit autour de ce projet, parce que comme on était peu nombreux, on s'est dit il faut qu'on fasse un pique-nique pour rassembler tous les habitants du Marais. Il faut qu'on en parle à la télé, il faut qu'on en parle à la radio. Et du coup, effectivement, ça a rassemblé énormément de gens, surtout beaucoup de voisins du Marais. On s'est rendu compte que finalement, on était assez nombreux. Le fait d'avoir ébruité à ce point notre colère, notre mécontentement, a fait que le projet ne s'est pas fait finalement. Mais après, chacun est rentré chez soi et je me suis dit, c'est un peu dommage d'avoir fait ce grand pique-nique où on a rassemblé tout le monde. On devrait continuer à fédérer, à rassembler les gens par un moyen ou un autre. Et moi, j'ai commencé à faire effectivement ce petit journal qui s'appelait, puisque ça n'existe plus, Le Marais Libre. Journal, en fait, il y a eu 4-5 numéros.
puis au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un petit peu dur de porter ce projet de journal plus ou moins tout seul. Donc je me suis dit, je vais faire un projet où je serai le seul responsable et où les personnes qui voudront découvrir le Marais viendront à moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire les balades de Ciel Montmarais. Ciel Montmarais, c'est une association ? Ouais, c'est une association que j'ai créée l'année dernière qui a pour but du coup de faire découvrir le Marais breton pour mieux le protéger. Comment ça se passe ? Là, on démarre une saison en fait, là on est au mois d'avril. La Ouais. saison commence pour vous, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous proposez ? L'association va proposer différents projets. Le premier projet qu'on présente depuis l'année dernière, c'est une balade de 3 heures, donc une balade guidée où on essaye d'expliquer tout ce qu'il y a à expliquer dans le Marais. Vous aviez ces connaissances en amont ou alors il a fallu apprendre Non, je savais rien du tout. Je suis allé voir des pêcheurs, des chasseurs, des personnes de chez Machecoul Histoire. Je suis très curieux, donc je suis allé me passionner, me renseigner, et c'est comme ça que j'en ai appris encore plus. Et puis maintenant, je pense que je suis devenu un petit peu un référent Marais. Donc beaucoup de personnes m'envoient des infos, des livres, des choses à lire. Donc voilà, la recherche est permanente, et puis maintenant j'en sais encore plus sur le Marais, mais c'est vrai qu'initialement je savais rien du Marais, rien du tout. Vous positionnez aussi, c'est assez significatif, comme une alternative au parc d'attractions. Exact, en fait ici il y a un peu deux mondes. Il y a la côte, donc tout le littoral qui propose les plages, les parcs à thème, et puis il y a tout le côté plus rural, donc nous on est plus dans le côté rural. C'est vrai que là, ça fait quelques années que les touristes, souvent c'est des touristes qui reviennent d'une année sur l'autre, donc ils ont déjà fait les plages, ils ont déjà fait les parcs d'attractions, et puis ils sont assez curieux de découvrir autre chose, de découvrir la région plutôt de l'intérieur. Et puis il y a toute une vague de tourisme un peu green, d'écotourisme, qui est très en demande de ce genre de balade et de ce genre de découverte. Qui sont ces visiteurs justement ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Est-ce que toutes sortes de gens viennent vous rencontrer ? C'est une balade qui s'adresse à tout le monde. Donc j'ai des enfants qui ont 2-3 ans, voire même plus jeunes dans les poussettes, puisqu'on peut venir en poussette. Et j'ai des seniors qui sont beaucoup plus âgés. C'est pas une balade qui est trop physique, c'est une petite boucle de 4 km où on s'arrête régulièrement pour parler, pour regarder le paysage, regarder les oiseaux. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, même si vous êtes en fauteuil roulant, comme c'est sur une route. C'est possible de venir, quel que soit son âge, son handicap, son sexe, voilà, tout est possible. Pas de discrimination. Aucune. Est-ce que ces gens sont a priori sensibles à l'environnement, ou est-ce que justement c'est l'occasion pour eux de découvrir tout ça, ou de se questionner ? Il y a deux profils. C'est vrai qu'en général, ceux qui viennent, ils savent qu'ils vont être immergés dans la nature, ils savent qu'ils vont voir des oiseaux. Donc il y a le premier profil d'amoureux de la nature. J'ai même des personnes de la LPO qui sont fans d'oiseaux, ou d'autres qui sont fans d'histoire, qui veulent découvrir comment on construisait une bourrine, comment on vivait dans une bourrine, d'autres qui sont fans de géographie, géologie et tout. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis il y a une autre partie qui a envie de découvrir tout ça, donc peut-être un petit peu plus citadine, qui a un petit peu moins les clés et les connaissances de la nature. Mais justement, ce qui est super, c'est que ils me posent des questions qui sont super intéressantes. Donc il y a vraiment ces deux profils. À tous les niveaux, quoi. Ouais. Au travers vos balades, vous sensibilisez les gens donc à l'environnement, à la nature. Comment vous voyez, vous, l'avenir de cette nature, de ce marais, au vu des changements climatiques ? Est-ce qu'il va y avoir des changements notables ? Il va y en avoir, et il y en a déjà eu. Il y a les 2/3 de ces zones humides qui ont disparu en 100 ans. Malheureusement, si l'homme n'est pas plus discipliné, plus ouvert et plus propre et plus sympa avec la nature, ça va juste se dégrader. Pendant les balades, c'est aussi sur ça qu'on insiste. On fait pas juste regarder les oiseaux. On essaye de comprendre pourquoi l'eau est plus sale, pourquoi elle est plus chaude, pourquoi il y a moins de poissons. Pourquoi il y a toutes ces espèces invasives qui ont été introduites par l'homme qu'on a du mal à contrôler aujourd'hui.
On se demande un petit peu pourquoi l'eau est dans cet état-là, pourquoi les mauvais arbres poussent au mauvais endroit. Et c'est vrai que c'est un moment idéal pour se demander ce que chacun pourrait faire pour cette nature et pour la planète. Voilà, que peut faire le citoyen lambda par des petites choses peut-être? Eh ben, moi, je pense que ce serait pas mal si chacun prenait, 10-15 minutes dans sa journée pour se demander ce qu'il pourrait faire pour la planète. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être lancer un sujet écologique à table, ça peut être ramasser les déchets sur une plage ou dans le marais ou dans un parc, ça peut être adhérer à une association, il y a plein d'associations qui sont super qu'on peut aider. Ça peut être ou tout simplement dans son quotidien consommer moins d'eau, moins d'électricité, moins d'essence, plutôt prendre le vélo ou les transports en commun que sa voiture. Consommer moins de produits industriels, essayer de faire pousser ses fruits, ses légumes, même si c'est pas toujours possible. On peut aller au marché, on peut soutenir les petits producteurs. Voilà. Ouais, il y a énormément de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas justement un paradoxe entre le fait d'amener des gens dans le marais? Est-ce que ça ne va pas contre l'idée de préservation? Je pense qu'il faut pas que ça déborde. Je pense qu'il faut que les personnes qui viennent nous voir dans le marais restent comme ils le sont aujourd'hui, c'est-à-dire respectueux. Je pense au contraire que c'est un marais qui est pas trop connu, qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce marais qui est souvent traversé, puisque les gens qui arrivent de Nantes ou de Paris pour aller sur les plages, ils le traversent ce marais. Donc, ils en ont entendu parler, mais ils le connaissent pas. Donc, mon idée, c'est plus de leur faire connaître pour qu'ils puissent mieux en parler, en fait. Je pense pas que du jour au lendemain, il va y avoir des bus de touristes qui vont débarquer et tout salir. Au contraire, jusqu'à présent, c'est plutôt des personnes respectueuses. Et c'est aussi à nous, habitants, de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils continuent à être respectueux, en fait. C'est un travail de sensibilisation, de respect mutuel entre la nature et l'homme. Voilà, après, c'est aussi à nous de faire en sorte que ça déborde pas et de bien sensibiliser les gens et pas de donner le feu vert à des bus sans cesse. Donc là, on va aller faire la balade. Et à la fin de cette balade, je crois que ça ne s'arrête pas encore. Là, Olivier, vous avez autre chose à proposer, vous avez d'autres cordes à votre arc. Exact, ça s'arrête jamais dans le marais. Donc après la balade, après les 3 heures de balade, on arrive dans cet ancien corps de ferme dans lequel j'habite, qui appartient à l'histoire aussi du marais, puisque c'est un corps de ferme qui date on pense 13e, 14e siècle, qui a été construit par les moines bénédictins à l'époque pour y faire la culture du sel. Parce qu'il faut savoir que le marais breton a été connu parce que c'était le premier producteur de sel en Europe. Et dans cette ferme, on a rénové un des bâtiments pour en faire un lieu artistique. Donc on aimerait bien, d'ici 1 an maximum, transformer ce bâtiment en une galerie où on pourra exposer les artistes et les artisans du Marais, mais aussi de la côte atlantique. Ça sera un endroit où on pourra faire aussi des cours de peinture, des cours d'art-thérapie, réfléchir à comment on peut créer avec la nature, avec le Marais, mais pas que. Voilà, parce que la nature, c'est quand même la première source d'inspiration des artistes et puis des gens en règle générale. En fait, tout part de la nature. Donc là, par exemple, ce bâtiment dont je vous parle, il a des grandes baies vitrées. Donc la nature, elle est tout autour de nous. Donc créer ou exposer dans ce contexte-là, c'est vraiment très chouette parce qu'on est en lien direct avec la nature, qui nous inspire. Allez, on part pour un petit aperçu de la balade. Premier arrêt, on est où? Ici, on est sur le début de la balade de Ciel-Montmarais. On est sur un petit pont qui a été construit par l'homme, pour l'homme, puisque c'est vraiment tout le propos du marais et des marais en règle générale. C'est des espaces qui ont été aménagés par les hommes pour qu'ils puissent vivre. Et là, en l'occurrence, dans le marais breton, pour qu'ils puissent cultiver le sel, puisque c'était le premier producteur exportateur de sel en Europe.
Voilà, donc justement, c'est à cet endroit-là, précisément sur ce petit pont, qu'on parle de l'histoire du Marais et de ces premiers moines qui sont arrivés dans le Marais pour commencer à construire un petit peu ces canaux et aménager les étiers pour y faire le commerce du sel. On va en garder pour les visiteurs, on va pas tout leur dire. Hein, Exact. Ouais. On continue. On continue. Nous sommes donc à la deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe ici, Olivier ? Eh bien, ici, on parle beaucoup des espèces invasives que les hommes ont ramenées dans le Marais, comme par exemple la jussie, qui est cette plante aquatique qui a un système racinaire très développé, qu'on a du mal à éradiquer du Marais, qui recouvre complètement la surface de l'eau et qui prive l'oxygénation, qui prive la lumière en fait de rentrer dans l'eau. Donc, il n'y a plus de vie dans cette eau qui est recouverte par la jussie. Malheureusement, c'est pas la seule espèce invasive. Il y a aussi les ragondins, il y a aussi les écrevisses de Louisiane. Il y a plein de choses qui colonisent un petit peu le Marais en silence. Beaucoup de personnes traversent le Marais en disant « Ah, qu'est-ce que c'est beau les petites fleurs jaunes sur l'eau », sans savoir qu'en fait c'est une vraie plaie pour le Marais et que c'est très difficile d'éradiquer ces espèces invasives. On continue ? Allez. Là, la troisième ou quatrième, on s'est arrêté dans un endroit qui sent hyper bon. C'est vraiment une odeur propre au début du printemps. Ça sent un mélange de fleurs fraîches et un petit peu la ruche. Je sais pas si t'as pas cette impression, ça sent un petit peu le miel, mélange de fleurs et... Ouais, ça sent hyper bon, j'adore. Mélange d'humus, de fleurs et de miel, j'adore. En plus, il a plu là cette nuit, donc t'as toutes les odeurs qui ressortent, qui remontent, et ça c'est vraiment propre à cette période de l'année. On l'a pas d'habitude. C'est le mélange du parfum de toutes les fleurs qui font ça. En général, quand on s'arrête ici, donc là on est à côté de l'écluse du Port-la-Roche. On parle du réseau hydraulique du Marais breton puisque c'est une trouvaille des hommes de l'époque qui est assez dingue. En fait, le gros problème qu'on a dans le Marais breton, c'est qu'il y a trop d'eau l'hiver. On est en marais blanc. Quand ça déborde, on appelle ça le marais blanc. Et c'est trop sec l'été. Donc les hommes de l'époque ont trouvé un super système qui nous permet d'avoir de l'eau qui arrive de la Loire. Donc je ne vais pas expliquer comment. Il faut venir à la balade pour que je vous montre tout ce système et que je vous montre mes cartes et tout. Mais c'est vrai que l'eau qu'on a dans le Marais breton, on n'est pas toujours au courant de ça. Souvent, elle vient de la Loire. Donc je vous laisse regarder sur une carte la distance qu'il y a entre le Marais breton et la Loire. C'est quand même pas tout à côté. Voilà, donc ça c'est encore quelque chose d'assez improbable à découvrir pendant la balade. C'est un teaser en fait. Là, on est dans un endroit complètement magique. C'est vraiment une surprise de cette année. Il y a une héronnière, donc des centaines de hérons qui se sont réunis pour pouvoir nicher ensemble. C'est une héronnière qui est mixte. Donc, on a la chance dans cette héronnière de voir aussi bien des oiseaux pique-bœufs, des hérons cendrés, des aigrettes garzettes, des hérons bioraux. Donc c'est tout un panel de hérons qui vient nicher ensemble pour s'entraider, pour être rassurés, pour être ensemble, pour pouvoir faire les petits. Là on voit un tas d'oiseaux blancs qui tournent, qui volent. Ils sont en train de faire leur nid, c'est ça ? Exact. En fait, c'est beaucoup de blancs parce qu'on voit principalement des pique-bœufs et des aigrettes. Et ça, c'est des oiseaux qui sont blancs. Mais en fait, à l'intérieur des arbres, là, on voit pas tout, mais à l'intérieur, il y a plusieurs types de hérons. On va essayer de vous faire entendre. On va s'approcher un petit peu pour que vous entendiez le côté un petit peu le ventre de la héronnière. C'est parti. À l'intérieur, qu'est-ce qui
sont surtout dedans en fait, c'est pour ça qu'on les voit moins. Ça fait comme un ventre qui gargouille en fait. C'est eux qui sont en train de se mettre en place et de discuter quoi. Il y a combien d'individus là, tu crois ? Des centaines. Je peux pas dire le nombre exact, mais des centaines, ouais. Voilà, sur le haut, je sais pas si tu vois, il y en a un qui est un petit peu plus gris. Ça, c'est un bioro, héron bioro. Les hérons, globalement, sont plutôt en augmentation, contrairement à certaines espèces, ouais. Parce qu'en fait, t'as les deux arbres qui font comme ça, enfin les deux rangées d'arbres qui font comme ça, et eux, ils sont au milieu. Ils sont vraiment dans un creux, en sécurité, au milieu. Et ça, c'est un spectacle auquel on peut assister seulement maintenant, c'est-à-dire avril-mai, un petit peu juin, mais après, une fois que les petits sont nés, tout le monde s'en va. C'est fini. Donc tu vois, tout à l'heure, on est passé devant là, une petite bourrine, je sais pas, on discutait, t'as peut-être pas vu. En général, on s'arrête aussi là-bas pour que je parle plus du côté humain, histoire, comment on fabrique une bourrine, comment on vivait aussi dans cette bourrine, parce que ce qui est assez particulier dans le Marais, c'est que les personnes qui habitaient dans le Marais, c'était les personnes qui n'avaient pas d'argent, qui étaient très pauvres, donc qui tiraient profit de tout ce qu'il y avait autour d'eux, particulièrement à la nature, pour vivre, pour se soigner, les plantes, tout ça. Et du coup, j'explique. Quand on voit cette bourrine, j'explique comment on l'a construit, mais aussi comment on y vivait. Et puis après, ça se finit ici, le clou du spectacle sur la héronnière, à regarder les oiseaux. Donc Olivier Ciel-Montmarais, vous avez un compte Instagram où il y a des magnifiques photos du Marais. Comment les auditeurs ou les futurs visiteurs peuvent-ils vous contacter ? Alors, les futurs visiteurs, ils peuvent me contacter de différentes façons. On peut réserver la balade soit par mail, soit par téléphone. Donc le mail, il est très simple, c'est cielmontmarais tout attaché @gmail.com et le téléphone, c'est 06 64 20 50 75. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a un compte Instagram avec des belles photos du Marais qui montre aussi comment on peut prendre soin de la nature. J'essaye de pas montrer que des photos. J'explique aussi comment on peut arpenter le Marais, comment on peut prendre soin de cette belle végétation qui nous entoure. Il y a aussi un Facebook où il y a ces mêmes infos. Voilà, faut savoir que les balades sont pas très chères, c'est seulement 12 € pour les 3 heures de balade qui se finissent donc dans cet atelier d'artiste avec un petit café ou un petit thé. Et pour les enfants, c'est seulement 7 €. Donc voilà, c'est pas cher. Moins cher que les parcs d'attractions, oui. On va dire. Et quel jour se déroulent ces balades ? Alors les balades, elles se déroulent donc à partir de maintenant, là, avril, tous les samedis à partir de 9h. Donc ça dure de 9h à midi et demi si on déborde un petit peu. Les samedis sans exception. Et si jamais vous êtes un groupe de 6 ou plus, vous m'appelez et puis on peut organiser ça un autre jour qu'un samedi. Voilà. Et sinon, si on veut faire une balade un samedi à 2, par exemple, on réserve avant ? Vous réservez obligatoirement avant, par mail ou par téléphone. Ok, merci beaucoup Olivier. Merci. Merci beaucoup à Olivier pour son accueil et n'oubliez pas, samedi 9h, visite du Marais. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.